Le rideau se lève et un enfant sourit. Le public retient son souffle, enchanté. Pendant un instant, on a l'impression d'assister à un tour de magie, une innocence pure capturée sur pellicule. Mais derrière ses yeux brillants et ses répliques répétées, il n'y avait souvent aucune enfance. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, les studios ont découvert leur arme la plus puissante, les enfants. Ils étaient charmants, commercialisables et inarrêtables. Au box-office, les visages de Shirley Temple, Judy Garland et Jackie Coogan ont illuminé les années les plus sombres de la Grande Dépression et aidé le public à traverser l'incertitude de la guerre. Mais alors que le monde les adorait, leur vie ne leur appartenait pas. À une époque dominée par le système des studios, les contrats n'étaient pas signés avec les enfants, mais au-dessus d'eux. De longues heures sous des projecteurs brûlants remplaçaient les terrains de jeu. Les mères ambitieuses et les dirigeants des studios décidaient quand ils mangeaient, quand ils dormaient et même quand ils devaient sourire. Des pilules pour les réveiller. Des pilules pour les calmer. Des pilules pour les maintenir minces. L'usine à rêve a bâti son empire sur le dos d'enfants qui comprenaient à peine le prix de la célébrité. Pour certains, ce prix signifiait perdre leur fortune au profit de parents cupides. Pour d'autres, cela signifiait vivre dans l'ombre d'une image d'enfance à laquelle ils ne pourraient jamais échapper. Et pour quelques-uns, tragiquement, cela signifiait une mort prématurée, pleurée par des millions de personnes qui n'ont jamais su la vérité sur ce qui leur avait été volé. Voici l'histoire inédite des enfants stars d'Hollywood. Leur ascension fulgurante, le tourment caché derrière la caméra et l'héritage obsédant qu'ils ont laissé derrière eux. Ils étaient adorés par des millions de personnes, mais la seule chose à laquelle ils ne pouvaient jamais s'accrocher, c'était leur enfance. Pour comprendre pourquoi tant d'enfants ont été engloutis par l'âge d'or d'Hollywood, il faut se pencher sur le système qui contrôlait tout, le système des studios. Des années 1920 aux années 1950, les grands studios MGM, Warner Brothers, Paramount et d'autres fonctionnaient moins comme des sociétés cinématographiques que comme des usines. Les stars n'étaient pas des artistes, mais des produits. Et les enfants stars, des trésors d'innocence soigneusement emballés et contrôlés sans pitié. Les studios signaient avec eux des contrats à long terme qui les liaient à des horaires épuisants, sans se soucier de leur bien-être. Ces contrats semblaient prestigieux à première vue, de l'argent, la célébrité et la promesse d'un avenir brillant. Mais en réalité, ils étaient des chaînes de fer. Un enfant pouvait passer 12 heures par jour sur le plateau, suivi de répétitions, de cours de chant et de tournées promotionnelles interminables. L'éducation passait au second plan, réduite à quelques heures avec des tuteurs sur le plateau. Les amis d'enfance, les bals scolaires et les après-midi au soleil étaient sacrifiés sur l'autel de la célébrité. Jackie Coogan fut l'un des premiers à révéler cette vérité brutale. Découvert par Charlie Chaplin et propulsé vers la célébrité dans le Kid, Coogan gagna des millions avant même d'être adolescent. Pourtant, lorsqu'il atteignit l'âge adulte, il découvrit que ses parents avaient dépensé la quasi-totalité de cette somme. Cette trahison suscita l'indignation et conduisit à la création de la loi Coogan, destinée à protéger une partie des revenus des enfants et les revenus des acteurs. Mais même cette protection n'a pas pu empêcher une exploitation plus profonde, la perte d'autonomie, d'identité et d'innocence. Les studios savaient comment polir une image, mais ils savaient aussi briser des esprits. Les dirigeants exigeaient que les enfants soient plus minces, plus mignons, plus vendables. Si cela impliquait des régimes stricts, ils étaient imposés. Si cela nécessitait des médicaments, des pilules pour rester éveillés, on les prescrivait. Si un sourire devait être forcé, il était commandé. À leurs yeux, ce n'étaient pas des enfants, mais des investissements. Et ainsi, la machine continuait de tourner, produisant des succès au box-office et des icônes de l'enfance, tout en consommant, dans les coulisses, les vies mêmes dont elle tirait profit. L'affaire Coogan a révélé une forme de vol, les abus financiers. Mais au fil des années, Hollywood a trouvé de nouvelles façons de voler ses plus jeunes stars. Et peut-être qu'aucune histoire ne l'illustre mieux que celle de Judy Garland. La petite fille à la voix d'or qui n'a jamais eu le droit de dormir. Elle n'était qu'une enfant lorsque le monde l'a entendue chanter pour la première fois. Née française et Tel Gum en 1922, Judy Garland semblait destinée à la scène. À 13 ans, elle avait déjà signé avec MGM, le studio le plus puissant de l'âge d'or d'Hollywood. Il ne voyait pas Frances, la fille timide et gauche du Minnesota. Il voyait Judy, un produit commercialisable. Une voix capable de faire fondre les cœurs et un visage capable de vendre des millions de billets. Dès qu'elle franchit les portes de MGM,
Judy ne fut plus une enfant. Elle devint un atout. Les dirigeants décidèrent de tout, des nœuds dans ses cheveux à la nourriture dans son assiette. Ils lui disaient qu'elle était trop ronde, trop ordinaire, trop imparfaite pour devenir une star. Pour la corriger, ils l'imposèrent à des régimes stricts, bannissant ses aliments préférés et surveillant chaque bouchée. Mais ce n'était que le début. Le studio avait trouvé une solution brutale à l'épuisement de Judy. Les longues journées de tournage s'étiraient souvent jusqu'après minuit, et MGM ne pouvait se permettre une star qui avait besoin de repos. Alors, on lui donna des petites pilules, amphétamine pour rester éveillée, barbiturique pour dormir, et d'autres encore pour supprimer son appétit. À seulement 15 ans, Judy Garland était déjà dépendante d'un cocktail de drogue, prescrite non par des médecins soucieux de sa santé, mais par des patrons de studios soucieux de leur profit. Quand Le Magicien d'Oz, 1939, sortit, la place de Judy dans l'histoire était scellée. Son interprétation de Dorothy, chantant Over the Rainbow avec une voix angélique, devint l'un des moments les plus iconiques du cinéma. Le monde l'adorait. Mais derrière les applaudissements, Judy se délitait. Pendant le tournage, les dirigeants de MGM l'obligèrent à porter un corset étouffant pour la faire paraître plus jeune, tandis que des accompagnatrices du studio la surveillaient constamment, contrôlant chacun de ses gestes. Même sur le plateau, elle n'était jamais vraiment libre. Sa vie privée reflétait la même exploitation. Sa mère, souvent décrite comme autoritaire et ambitieuse, poussait Judy sans relâche, privilégiant la célébrité au bien-être de sa fille. Comme Judy le confiera plus tard, « Ma mère était la véritable méchante sorcière de l'Ouest. » La pression à la maison et les exigences suffocantes de MGM la laissèrent isolée. La seule échappatoire était la scène, celle-là même qui l'enfermait. En devenant adulte, le prix de son enfance dérobée devint douloureusement visible. MGM continua à la manipuler, la jumelant avec des partenaires masculins qui la dominaient physiquement, exigeant qu'elle sourie malgré l'épuisement, cachant ses insécurités sous des couches de maquillage. Elle rêvait de normalité, de la possibilité d'être simplement Judy. Mais le monde ne voulait que Dorothy. Dans la vingtaine, les pilules avaient pris le contrôle. La dépendance devint addiction, l'addiction devint désespoir. Les relations échouaient, les mariages s'effondraient, et sa réputation se fissurait sous le poids des répétitions manquées et des crises publiques. Le même studio qui avait créé Judy Garland la qualifiait désormais d'instable et peu fiable. Pourtant, elle se battit. Elle offrit des performances inoubliables dans Meet Me in Saint-Louis, 1944, A Star is Born, et d'innombrables concerts qui rappelaient au public pourquoi ils étaient tombés amoureux de sa voix. Sur scène, elle était radieuse, vulnérable, puissante, brute. Mais lorsque le rideau tombait, elle retournait à une vie marquée par la solitude, l'addiction et les échos d'une enfance volée. À la fin des années 1960, Judy Garland était une légende mais une légende fragile. Le 22 juin 1969, à seulement 47 ans, elle fut retrouvée morte à Londres, victime d'une overdose accidentelle. La petite fille qui avait donné au monde son hymne le plus porteur d'espoir, Somewhere Over the Rainbow, était partie bien trop tôt. L'histoire de Judy est souvent racontée comme une tragédie. Mais au fond, c'est l'histoire d'une enfant à qui on n'a jamais laissé la chance de grandir. Hollywood lui a offert l'immortalité, mais en échange, il lui a volé la paix, la santé et le bonheur. Sa voix résonne encore à travers les générations, magnifique, mais douloureuse dans sa vérité. Pour Judy Garland, la célébrité n'a jamais été une liberté. C'était une prison aux barreaux dorés. Et elle n'était pas seule. D'autres enfants stars ont affronté la même machine. Idolâtrés durant l'enfance, abandonnés à l'âge adulte, laissés à chercher une vie qu'on ne leur avait jamais permis de vivre. Parmi eux, la petite fiancée de l'Amérique, elle-même, Shirley Temple. Bien avant que Judy Garland ne suive la route de briques jaunes, une autre petite fille était déjà devenue l'arme la plus puissante d'Hollywood contre le désespoir. Son nom était Shirley Temple, et durant les jours les plus sombres de la Grande Dépression, elle n'était pas seulement une actrice, elle était le salut de l'Amérique. Avec ses boucles bondissantes, son sourire à fossettes et une voix assez douce pour relever les esprits les plus abattus, Shirley Temple devint la star la plus rentable du monde avant même d'avoir 10 ans. Ses films Bright Eyes, Curly Top, 1935, Heidi étaient des fantasmes sucrés dont le public avait besoin dans une Amérique où les files d'attente pour le pain s'étendaient sur des pâtés de maison. Ses chansons et ses danses enjouées donnaient de l'espoir. Mais ce que le monde voyait comme de l'innocence était,
dans les coulisses, une perfection soigneusement fabriquée. La vie de Shirley était écrite par les studios et des parents de scène qui la traitaient non comme une enfant, mais comme un produit. Ses cheveux étaient bouclés en exactement 24 anglaises avant chaque apparition. Son sourire était répété. Ses gestes chorégraphiés. Son image vendue en poupée, en produits dérivés et en publicité. Elle devint la première véritable superstar enfant, une marque avant même de comprendre ce que « marque » signifiait. La pression était constante. D'autres enfants jouaient dehors. Shirley travaillait 6 jours par semaine, mémorisant des répliques, répétant des chansons, enchaînant prise après prise sous des lumières aveuglantes. La caméra capturait une enfant joyeuse. La réalité était épuisement, isolement et une vie vécue entièrement pour les autres. Lorsque Shirley entra dans l'adolescence, la magie commença à s'estomper. L'image même qui l'avait rendue intouchable, la petite fille adorable et précoce, devint une cage. Le public qui adorait l'enfant ne pouvait accepter l'adolescente. À peine âgée de 22 ans, elle prit sa retraite du cinéma. Shirley Temple se réinventera plus tard en diplomate américaine respectée. Mais la petite fille qui avait porté Hollywood sur ses épaules n'a jamais réellement eu d'enfance. Si Shirley Temple représentait le rêve poli de l'enfance hollywoodienne, Jackie Coogan incarnait sa plus sombre trahison. Découvert par Charlie Chaplin et immortalisé dans The Kid, Coogan devint l'un des premiers mégastars enfants du cinéma. Ses yeux expressifs et son innocence bouleversante en firent une sensation mondiale. À 12 ans, il avait gagné une fortune, l'équivalent de millions aujourd'hui. Mais en atteignant l'âge adulte, il découvrit une vérité dévastatrice. Presque tout son argent avait disparu. Sa mère et son beau-père l'avaient dépensé ou gaspillé, le laissant ruiner. La trahison fut si choquante qu'elle provoqua une indignation publique, menant finalement au vote de la loi Coogan en 1939. Cette loi obligeait qu'une partie des revenus d'un enfant acteur soit mise de côté dans un compte bloqué jusqu'à ses 18 ans. Pourtant, même avec cette loi, la sécurité financière ne protégeait pas les enfants des blessures plus profondes du système. La carrière de Jackie Coogan ne se remit jamais de la transition vers l'âge adulte. Il peina à trouver des rôles, sa célébrité s'effaçant aussi vite qu'elle avait éclaté. Il trouva plus tard une certaine stabilité dans des rôles de second plan, puis un étrange retour en grâce en incarnant Oncle Festé dans la série La Famille Addams. Mais la trahison qu'il avait subie resta une cicatrice permanente. Shirley Temple et Jackie Coogan révèlent le paradoxe de l'âge d'or hollywoodien. Les enfants étaient célébrés comme des sauveurs de l'écran, adorés du public. Et pourtant, derrière les applaudissements, on leur volait une vie normale, la sécurité, et même leur identité. Pour Shirley, le prix était l'enfance perdue, la charge de rester à jamais figée comme « la petite fiancée de l'Amérique ». Pour Jackie, ce fut la trahison, découvrir que ceux qui étaient censés le protéger l'avaient utilisé. Leurs histoires montrent que même lorsque les caméras s'arrêtaient, les projecteurs ne quittaient jamais vraiment ses enfants. Ils les suivaient jusqu'à l'âge adulte comme une ombre, exigeant qu'ils perpétuent un mythe formé bien avant qu'ils puissent choisir qui ils voulaient devenir. Mais pour certains, le prix était encore plus lourd. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, d'innocence ou d'identité. Pour certains enfants stars, les projecteurs les ont suivis jusque dans les ténèbres et se sont éteints dans la tragédie. Et peut-être qu'aucun cas ne hante plus Hollywood que celui de Natalie Wood, l'enfant star qui a grandi sous l'œil des caméras, pour finir dans une mort mystérieuse et prématurée. Elle avait 5 ans quand les caméras l'ont trouvée pour la première fois. Née Natalia Nikolaevna Akarenko à San Francisco en 1938, elle allait devenir pour le monde Natalie Wood. Dès le début, sa vie fut écrite non par ses choix, mais par l'ambition inflexible de sa mère. Maria Akarenko croyait que sa fille était destinée à la célébrité et rien ne l'arrêterait. Son contrôle était glaçant. Lorsque des réalisateurs hésitaient à engager sa fille, Maria insistait davantage. On raconte qu'elle murmurait des menaces à Nathalie pendant les auditions. « Si tu n'obtiens pas ce rôle, je tuerai ton chien. » C'était de la manipulation déguisée en motivation. La fillette qui aurait dû courir derrière des papillons dans un jardin courait plutôt après l'approbation d'inconnus dans des salles de casting. À 8 ans, Nathalie avait déjà tourné dans plusieurs films, dont Miracle on 34 Th Street, où son charme fit croire au public au Père Noël une fois de plus. Hollywood avait trouvé sa nouvelle petite vedette. Mais à mesure que l'étoile de Nathalie montait, les attentes montaient aussi. Des réalisateurs exigeaient qu'elle pleure sur commande, et Maria s'assurait que ce soit le cas,
parfois en utilisant des méthodes cruelles pour provoquer de véritables larmes. L'enfance devint une performance. Les émotions, une monnaie. À l'adolescence, la carrière de Nathalie ne ralentit pas, elle accéléra. Contrairement à beaucoup d'enfants stars, elle réussit à devenir une actrice adulte reconnue, notamment dans La Fureur de vivre avec James Dean. Ce film fit d'elle l'un des talents les plus brillants de sa génération. Mais derrière le glamour, Nathalie portait des cicatrices invisibles. Elle parla plus tard d'un secret sombre, une agression sexuelle subie adolescente par une figure puissante d'Hollywood. Elle n'en révéla jamais le nom, mais le traumatisme resta, influençant sa confiance, ses relations et sa valeur personnelle. Dans les années 1960, Nathalie atteignit l'apogée de sa carrière avec Splendor in the Grass, 1961, et West Side Story, 1961. Belle, bancable, adorée, elle semblait vivre le rêve. Mais en privé, elle souffrait d'anxiété et d'une peur de l'eau qui la hantait depuis l'enfance. Ironiquement, cette peur deviendrait liée de façon indélébile à son destin. Sa vie personnelle était tout aussi dramatique que ses films. Elle épousa l'acteur Robert Wagner en 1957, divorça en 1962, puis le remaria en 1972. Leur relation était volcanique, passionnée, mais entachée de jalousie et de conflits. Des amis la décrivaient comme à la fois profondément aimante et dangereusement toxique. Nathalie cherchait la stabilité, mais se retrouvait souvent ballottée entre la possessivité de Wagner et ses propres insécurités. Le week-end du 28 novembre 1981, Nathalie monta à bord du yacht Splendor avec Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine du bateau, Denny Davern, au large de l'île de Catalina. Ce qui devait être une escapade paisible devint l'un des plus grands mystères d'Hollywood. Cette nuit-là, une dispute éclata sur le yacht. Les versions diffèrent, mais des témoins confirmèrent des voix élevées. Quelques heures plus tard, Nathalie avait disparu. Son corps fut retrouvé le lendemain matin, flottant face contre l'eau, vêtue d'une chemise de nuit, de chaussettes et d'une doudoune. Elle n'avait que 43 ans. La version officielle conclut à une noyade accidentelle. Mais des questions apparurent immédiatement. Nathalie avait toujours eu peur de l'eau, pourquoi serait-elle partie seule dans le noir? Pourquoi y avait-il des ecchymoses sur ses bras et ses jambes? Pourquoi Robert Wagner avait-il tardé à appeler à l'aide lorsqu'il s'aperçut de sa disparition? Les incohérences alimentèrent des décennies de spéculation. Les théories proliférèrent. Accident? Chute tragique en tentant d'atteindre le canot? Ou quelque chose de plus sombre? Une dispute devenue mortelle, un geste irréparable, un silence trop lourd à briser? Christopher Walken, présent ce soir-là, a rarement parlé de l'incident. Wagner, quant à lui, a toujours nié toute implication, affirmant qu'il s'agissait d'un terrible accident. Mais en 2011, l'affaire fut rouverte après de nouveaux témoignages. En 2018, Robert Wagner fut officiellement désigné personne d'intérêt sans qu'aucune charge ne soit retenue. À ce jour, la mort de Nathalie Wood reste non résolue, figée entre faits et soupçons. La vie de Nathalie est un mélange de triomphe et de tragédie. Elle a défié le sort réservé à tant d'enfants stars, devenant une icône adulte. Mais elle n'a jamais échappé aux chaînes forgées dans son enfance. Une mère contrôlante, l'exploitation, le traumatisme, la peur. Sa mort mystérieuse est un reflet obsédant de sa vie entière. Adorée sous les projecteurs, perdue dans les ombres. Hollywood voulait que Nathalie Wood soit parfaite. Un enfant angélique, une star radieuse, une épouse glamour. Mais la véritable Nathalie était bien plus complexe. Fragile, humaine. La tragédie n'est pas seulement dans sa mort, mais dans la part d'elle-même qu'elle n'a jamais pu revendiquer. Son histoire rappelle une vérité centrale sur les enfants stars de l'âge d'or. Ils étaient chéris par des millions, mais consumés par une industrie qui exigeait tout et ne rendait rien. En prenant du recul, on comprend que la tragédie de Nathalie n'était pas une exception, mais un rouage d'un système. L'âge d'or a produit des films intemporels et des visages inoubliables. Mais pour les enfants qui l'ont vécu, le prix était bien plus élevé que ce que la célébrité pouvait offrir. Lorsque nous repensons à cette époque, les images semblent éternelles. Shirley Temple dansant avec une joie contagieuse, Jackie Coogan bouleversant le public dans The Kid, Judy Garland chantant un arc-en-ciel qui promettait un monde meilleur, Nathalie Wood scintillant à l'écran belle, intouchable. Ces visages sont devenus des symboles d'espoir, d'innocence, de magie. Mais derrière le rideau, la vérité l'était beaucoup moins.
Ces enfants étaient liés par des contrats qui leur retiraient tout contrôle sur leur vie. Ils étaient poussés à travailler des heures qui seraient illégales aujourd'hui. On leur donnait des pilules plutôt que du sommeil, des régimes plutôt que des repas, des instructions de mise en scène plutôt que de l'affection. Hollywood créa l'illusion d'une jeunesse éternelle. Mais ce faisant, l'industrie vola ce qu'elle prétendait célébrer, l'enfance elle-même. Certains, comme Shirley Temple, ont trouvé une seconde vie, loin des studios. D'autres, comme Jackie Coogan, portèrent les cicatrices de la trahison mais luttèrent pour protéger les générations suivantes. Judy Garland ne s'est jamais échappée de sa prison dorée et sa voix, aussi belle soit-elle, porte encore la douleur de son innocence brisée. Et l'histoire de Natalie Wood ne s'est pas terminée par une ovation, mais par un mystère qui plane toujours. Leurs histoires obligèrent Hollywood et le public à poser des questions difficiles. Jusqu'où peut-on pousser un enfant? Quelle est la responsabilité des parents, des studios, et même des spectateurs lorsqu'aimer une star revient à exploiter un enfant? Des lois comme le Coogan Act ont aidé, mais aucune loi ne peut rendre les années volées, les identités brisées, les vies fracturées. Aujourd'hui, l'industrie du divertissement est plus vigilante. Il existe des protections pour les enfants acteurs, des horaires stricts, des règles financières, des tuteurs sur les plateaux. Mais les fantômes de l'âge d'or murmurent encore, car la fin de célébrité, l'attrait de l'argent et la pression du public n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de forme. Le projecteur brille toujours aussi fort. Et pour chaque enfant qui s'épanouit sous sa lumière, il y en a encore qui s'y brûlent. L'héritage des enfants stars d'Hollywood est donc doux amer. Ils ont offert au monde des performances inoubliables, façonnant l'histoire du cinéma. Mais le prix fut leur liberté, leur innocence, et souvent leur paix. Ils ont diverti des millions de personnes, tout en passant leur propre vie à souhaiter quelque chose que la caméra ne pouvait jamais leur rendre. La chance d'être simplement des enfants. Quand le générique défile dans notre mémoire collective, une vérité demeure. L'âge d'or fut construit sur une jeunesse empruntée. Les films demeurent. Les visages ne s'effacent jamais. Mais derrière la magie résonne une question à laquelle Hollywood n'a jamais su répondre. Est-ce que cela en valait le prix ?